le cours d'aujourd'hui, Ajma'a, s'il vous plaît, un peu de silence puisque, premièrement, il n'y a pas de microphone. Vous m'entendez? Heureusement, alors, exploration biochimique du foie. On va étudier aujourd'hui les paramètres biochimiques qui concernent le bilan hépatique et quelles sont les différentes fonctions du foie et comment on explore ces fonctions. C'est bon? Bon, le rappel anatomo-histo-physiologique, c'est pas la peine, on va passer rapidement. Quelles sont les grandes fonctions du foie? Fonction biliaire, donc vous entendez la bilirubine. En principe, vous avez fait le cours des ictères, non? Non. Donc la bilirubine, l'ictère est causé par une élévation de la bilirubine. C'est bon? C'est un déchet d'élimination par le foie. Donc lorsqu'il y a une augmentation de la bilirubine, probablement donc il y a un problème hépatique. Et symptomatologique, donc c'est l'ictère, jaunisse. Fonction métabolique, vous connaissez donc les bilans lipidiques. Donc vous suivez. Les fonctions métaboliques du foie, les trois axes des glucides, lipides et protéines. Donc on sait le poids central du foie, bien sûr, du foie au cours des métabolismes. Métabolisme des glucides, exemple, la glycolyse, la néoglycogénèse, le stockage des glucides, la glycogénogénèse, dégradation du glycogène, la glycogénolyse, donc tout ça donc s'effectue au niveau du foie. Pour les protéines, donc la majeure partie des protéines plasmatiques sont de synthèse hépatique, sauf les immunoglobulines, l'albumine est spécifiquement hépatique. Et pour les lipoprotéines, donc vous avez vu l'LDL, les VLDL, etc. Donc tous ces métabolites donc de synthèse et de dégradation hépatique. Il existe une fonction de détoxification et de transformation. On connaît tous que chaque produit, entre parenthèses médicament, une fois administré, il passe par le foie. Il va subir des modifications. Donc le foie sert à détoxifier. Détoxifier donc rend ces molécules moins toxiques, et ce n'est pas toujours le cas, on va avoir des exceptions, plus solubles, plus éliminables. Donc le foie participe à la transformation des xénobiotiques. Les xénobiotiques, y compris les médicaments, les colorants industriels, alimentaires, etc. Et on va donc, arrivant au point suivant, c'est l'exploration. Qu'est-ce qu'on dose en biochimie pour explorer ces fonctions, fonctions biliaires, fonctions métaboliques, fonctions de détoxification. Et à la fin, on termine avec quelques pathologies hépatiques. Aïe. Ça commence bien. Alors, le foie est un organe vital. Il participe donc au métabolisme intermédiaire. Il participe à la détoxification de l'organisme. Et un rôle principal et unique pour le foie, c'est la sécrétion de la bile. On va voir c'est quoi la bile.
L'anatomie, donc, on passe rapidement, c'est un organe volumineux du corps humain ayant à peu près 2 kg. Le foie est situé dans la loge sophrénique droite. Il ressemble à une forme géométrique. Il est formé de 2 lobes, gauche et droite. Voilà une structure. Vue postérieure. Pour la vascularisation, nous connaissons donc la veine porte, les artères subhépatiques et la veine cave hépatique. Je passe rapidement, c'est juste des rappels. Pour l'irrigation, donc voilà la voie d'entrée de l'artère et la veine, et tout sort par la veine cave inférieure. Pour l'histologie, il s'agit d'un organe parenchymateux qui représente une capsule conjonctive qui s'invagine dans le parenchyme hépatique, permettant de déterminer le lobule hépatique. Donc l'unité fonctionnelle du foie, c'est le lobule hépatique. Vous vous rappelez donc, comme le néphron, c'est l'unité fonctionnelle du rein. Ces lobules ont une forme hexagonale, sont concentrés par une veine dite centrolobulaire et délimités par 6 espaces triangulaires riches en tissus conjonctifs. Chaque lobule, c'est important, compartiment sanguin, compartiment biliaire et les cellules hépatocytaires. Donc, ce qui entraîne un échange en permanence entre le compartiment sanguin, biliaire et les cellules hépatocytaires. Voilà une coupe histologique. La disposition des cellules hépatocytaires en amas, un pôle biliaire, et voilà donc un pôle vasculaire et la veine centrolobulaire. Les grandes fonctions du foie. Fonction métabolique, c'est bon, c'est bien connu. Fonction de capture de tous les éléments, entre autres donc les nutriments, c'est participation au métabolisme intermédiaire. Et on parle aussi donc de détoxification et de transformation. Tout ça après le capture par le foie des composants de la veine de la veine qui vient du tractus intestinal, voilà, après l'absorption. Donc tout passe par le foie et on va se concentrer sur la fonction d'excrétion et surtout donc la bile. Grande fonction du foie. C'est les points importants. Fonction biliaire. On commence par la bilirubine, c'est l'axe central de ce cours, s'il vous plaît. Donc c'est très important. Une fois donc vous apprenez le métabolisme de la bilirubine, les pathologies hépatiques et l'exploration devient facile. La bilirubine, voilà qui constitue les fonctions biliaires du foie et surtout donc la bilirubine. Le foie est une glande digestive exocrine par la sécrétion de la bile acheminée par les canaux biliaires vers le duodénum. Entre les repas, le sphincter d'Oddi est fermé. Par conséquent, la bile, ça va se concentrer dans la vésicule biliaire. Donc la bile, c'est un liquide, la vésicule biliaire, c'est la vésicule. La vésicule biliaire se remplit de ce liquide et une fois donc il y a des concentrations, des contractions, ça va donc verser le contenu biliaire et la bile dans le duodénum. Et une fois le sphincter est fermé, donc il n'y a pas de dégagement de cette bile, donc tout ça va se concentrer de nouveau dans la bile. Donc il y a un cycle, donc remplissage, déremplissage. C'est bon? Donc le sphincter d'Oddi est fermé, la bile se stocke et se concentre dans la vésicule biliaire avec un contenu à peu près de 80 millilitres. Maintenant, au cours d'un repas, lorsque la nourriture est placée dans la bouche, le sphincter d'Oddi se relâche, donc il s'ouvre, et quand le contenu gastrique pénètre dans le duodénum, il existe une hormone, la CCK, la cholécystokinine, sécrétée par la muqueuse du grêle, qui va déclencher la contraction de la vésicule biliaire. Donc le sphincter est relâché, donc l'orifice est ouvert. Cette contraction de la bile va favoriser, bien engendrer le passage du contenu donc à travers ce sphincter qui va se jeter directement dans le duodénum. Donc cette bile, elle va participer à la digestion. La bile hépatocytaire est un fluide isoosmotique au plasma, composé d'eau, d'électrolytes, d'acide biliaire, cholestérol, phospholipides et de la bilirubine. C'est très important, de coloration jaune verdâtre avec un pH
basique. Pourquoi? C'est à cause de bicarbonate. C'est fait partie des électrolytes. C'est bon? La bile est basique. Donc, elle va neutraliser le bol aliment de l'estomac, donc qui est acide. Très bien. Donc, elle va neutraliser et va favoriser l'action des enzymes digestifs. Exemple, l'amylase pancréatique, etc., etc. Rôle de la digestion. Premièrement, neutralisation de chyme gastrique acide grâce aux ions bicarbonate, c'est les électrolytes. Ils permettent aussi la formation des micelles, c'est très très important, nécessaire à la digestion des graisses par la lipase pancréatique. Et donc, elle favorise l'absorption des lipides par l'intestin grêle, c'est très important. Ce rôle donc d'émulsionner, il est dû aux sels biliaires, très bien. On en a parlé de ça, non? Voilà les sels biliaires. Les sels biliaires, ce sont synthétisés à partir du cholestérol. Donc, sont lipophiles. Et la particularité, donc, ils ont un pôle ionisé. Ça veut dire, donc, ils sont amphiphiles. Amphiphiles, ça veut dire un pôle hypophile et un pôle hydrophile. Très bien. Ces sels biliaires en présence, et c'est le principe de formation des crèmes. Les crèmes, je sais pas, crème visage, etc., ont un aspect lipidique. Et ils sont solubilisés dans une solution aqueuse, qui est la mayonnaise. C'est la même chose pratiquement. Donc, la même chose. Des fois, il y aura une séparation. Donc, le principe, c'est quoi? C'est formation des émulsions. L'émulsion, c'est des petites gouttes lipidiques entourées par les micelles, donc entourées par la phase aqueuse, qui va favoriser cette solubilisation dans un milieu aqueux. Et c'est le principe de fabrication des crèmes. C'est bon? Et pourquoi les crèmes? Parce que seules les molécules hydrophiles, bien hydrophobes plutôt, donc lipidiques, passent à travers la peau. C'est bon? Donc le passage à travers la peau donc, nécessite que la molécule soit lipophile, lipidique. Très bien. Donc le principe de base de fabrication des crèmes, donc c'est les émulsionner, donc faire solubiliser ces lipides dans une solution aqueuse pour augmenter la durée de conservation, etc., etc. C'est bon? Non? Donc lorsqu'on change une solution aqueuse avec une solution huileuse, il n'y a pas de mélange. On a pour expliquer émulsion. Une émulsion, c'est quoi? Donc c'est une solution huileuse diluée, solubilisée dans une solution aqueuse. Donc elle se fait grâce aux tensioactifs en industrie. Voilà, c'est les sels biliaires. Les sels biliaires, donc un même pôle positif, hydrophile, et un pôle hydrophobe. Donc voilà, exemple. Donc une goutte de lipide très très grande taille. Donc chaque petite goutte lipidique, elle va entourer ces sels biliaires. Les sels biliaires, donc il va entourer cette goutte. La partie hydrophobe dirigée vers voilà, le centre, la goutte lipidique, et les parties extérieures, donc vers le milieu aqueux, l'intestin. Dans notre exemple, les crèmes, c'est l'agent solubilisant. C'est bon? Donc, grâce au tensioactif, on a les sels biliaires, donc cette digestion, cette goutte lipidique va être émulsionnée. Et la digestion est favorisée donc par sels biliaires. Donc, ces petites gouttes lipidiques vont être plus accessibles aux actions des enzymes digestives. Donc, une conséquence d'un déficit en sels biliaires, c'est la maldigestion des graisses. Très, très important. La maldigestion des graisses peut être la conséquence donc d'un déficit en sels biliaires. Et entre parenthèses, on parle de cholestase. Le cholestase, c'est quoi? C'est un obstacle à l'écoulement de la bile. Donc, lorsqu'il y a passage de la bile à travers de la vésicule biliaire vers le duodénum, donc les sels biliaires ne passent pas dans le duodénum. La conséquence, il n'y a pas d'émulsification des bols alimentaires lipidiques. Les enzymes digestives des graisses donc, vont être inhibées un petit peu. Donc, la conséquence, c'est la malabsorption, digestion et donc la malabsorption. Et de ce fait, donc, les cacas sont graisseuses.
Logique. Et entre parenthèses, ce qui intéresse, c'est quoi? C'est les vitamines liposolubles. Le corps humain peut synthétiser les triglycérides, peut synthétiser le cholestérol. Donc, ce qui est important, c'est les vitamines. Vitamine A, vitamine D, vitamine E, vitamine K et les acides gras polyinsaturés, oméga 6 et oméga 3. C'est très important. Voilà donc la vésicule biliaire, le sphincter d'Oddi. Donc une fois fermée, la vésicule se concentre de la bile. Une fois relâchée, il s'ouvre. La CCK elle va favoriser donc la contraction. Cette contraction entraîne le déversement du contenu dans le duodénum et la conséquence, bien, la fonction de la bile donc, est bien connue. C'est très important. Arrivons maintenant donc à la bilirubine. Ce pigment biliaire, on parle de pigment parce qu'il est coloré, de coloration jaune. Lorsque donc il y a une augmentation de la bilirubine dans le corps, on obtient donc jaunisse ou bien l'ictère. La bilirubine, c'est très important, donc c'est un schéma d'importance primordiale. La bilirubine au niveau sanguin, au niveau hépatique et au niveau des organes d'élimination, c'est l'intestin, donc après avoir le sphincter d'Oddi, etc., le déversement, et arrivons jusqu'aux les reins, c'est les urines, voilà. Donc la bilirubine est une molécule insoluble. Donc la circulation au niveau sanguin, elle est favorisée, bien, elle est assurée par l'albumine. Vous suivez? Très bien. La bilirubine arrivant au foie, l'albumine rend cette bilirubine insoluble au foie. Le foie, rôle de détoxification, les molécules insolubles les rend solubles. Donc il va solubiliser cette bilirubine, elle devient bilirubine soluble par une réaction de conjugaison. On obtient une bilirubine conjuguée. Donc la différence entre la bilirubine conjuguée et la bilirubine non conjuguée, ça, c'est la solubilité. C'est très important. Lorsque nous avons un ictère à bilirubine non conjuguée, il n'y a pas d'élimination de cette bilirubine par voie rénale. Donc cette bilirubine insoluble, complexée aux grandes molécules albumine, donc il n'y a pas d'élimination rénale et cet ictère peut durer plus longtemps. La bilirubine conjuguée, par contre, est une petite molécule soluble. Et la conséquence de cet ictère à bilirubine conjuguée, que les urines seront foncées. La cause, c'est la présence de bilirubine conjuguée au niveau urinaire. Vous suivez? C'est très important. Les médecins tout le temps demandent bilirubine conjuguée et bilirubine non conjuguée. Bilirubine conjuguée oriente vers une telle pathologie, bilirubine non conjuguée vers autre pathologie. C'est très important. Donc, on répète, voilà le schéma le plus important. D'où vient cette bilirubine? Je vais revenir en arrière. De dégradation, l'hémoglobine. Très bien. Donc, les globules rouges, ils ont donc une durée de vie limitée. Il y a donc une mort programmée, physiologique, entre parenthèses et constante. Ils vivent 120 jours. À la fin, donc, c'est une hémolyse. Cette hémolyse, elle est physiologique, puisqu'il y a donc un renouvellement. Donc, toujours, il y a des nouvelles globules rouges synthétisées et des globules rouges vieillis qui vont être morts. Le contenu intracellulaire des globules rouges donc va être aussi dégradé et pris en charge par d'autres protéines. On parle donc toujours de l'hémoglobine. Pourquoi? Donc c'est une protéine qui contient une fonction prosthétique, c'est l'hème. Il existe d'autres protéines qui contiennent l'hème. Donc genre un coenzyme. Donc l'hémoglobine, la lamination antérieure, donc on a une chaîne de globine de protéines. On a l'hème. C'est bon? Il y a d'autres protéines non hémoglobiniques, donc il contient aussi de l'hème avec une chaîne protéique
qui n'est pas la globine. Donc les globines, l'hémoglobine, c'est spécifique pour les globules rouges. Il existe d'autres protéines héminiques qui contiennent l'hème. Pourquoi on parle de ça? Parce que la chaîne de globine est une chaîne protéique, elle va dégrader par des enzymes protéolytiques, et l'hème, il va donc subir sa voie de dégradation qui va donner la bilirubine. Or, la majeure partie de la bilirubine provient de fer héminique de l'hémoglobine. 90% c'est l'hémoglobine. Donc, les autres protéines qui contiennent l'hème sont très très mineures. C'est bon? Donc, il existe une autre source d'hème, pas d'hémoglobine, de l'hème. La bilirubine provient de l'hème, c'est le produit de dégradation de l'hème. Cet hème, il est le composant majeur de l'hémoglobine. Il existe d'autres protéines qui entrent dans sa composition. C'est bon? Mais on parle toujours d'hémoglobine, c'est 90% de la source de la bilirubine. Et voilà, donc ces protéines héminiques plus l'hémoglobine qui contient donc l'hème, la dégradation de l'hème donne la bilirubine. Donc cette dégradation aura lieu au niveau plasmatique par le système réticulum endothélial. Au niveau plasmatique, cette bilirubine, elle est insoluble. Elle va se lier à l'albumine qui va donc assurer son transport, entre parenthèses, plus ou moins une solubilisation. Ce complexe albumine-bilirubine, arrivant au foie, il y a un système de captation qui va capter donc la bilirubine, et j'insiste, non conjuguée. Cette bilirubine conjuguée va subir une conjugaison avec l'acide glucuronique. Donc l'opération bien appelée glucuronoconjugaison qui va donner donc une bilirubine conjuguée. L'enzyme c'est l'UDP glucuronyle transférase, donc un transfert d'acide glucuronique, rend cette molécule, la bilirubine conjuguée, hydrosoluble. C'est très important. Excrétion de la bilirubine par un transport actif. Donc l'excrétion, c'est le passage de l'hépatocyte vers les canaux biliaires qui va assurer donc leur stockage au niveau de la bile. Donc il existe un système membranaire qui va donc, une fois la bilirubine conjuguée, ce système va l'exporter vers l'extérieur de la cellule pour le concentrer dans la vésicule biliaire. Bon, la vésicule biliaire, elle est là. Il existe donc des canaux, canal cholédoque principal, de son anatomie. Et au niveau intrahépatique, il y a les petits canaux, etc. Donc, il existe des pathologies de cancer, les petits canaux, etc., etc. Là, on parle de façon générale. Donc, cette bilirubine conjuguée au niveau hépatique va être excrétée vers le pôle biliaire qui va se concentrer à la fin dans la vésicule. Donc, canaux biliaires, vésicule biliaire, intestin. Donc, une fois cette vésicule biliaire elle est remplie, au moment des repas, donc la contraction syndique va déverser ce contenu au niveau du duodénum. La bilirubine conjuguée est arrivée à l'intestin. Logique. Vous suivez? Donc logiquement, on ne trouve pas donc bilirubine non conjuguée au niveau intestinal. Sauf il y a une réaction de déconjugaison. Voilà la bilirubine conjuguée. Vous vous rappelez de la structure de l'hème? C'est une structure cyclique avec les noyaux pyrrole 1, 2, 3, 4. Et vous voyez donc une chaîne de la chaîne latérale, c'est 1, 2, 3, 4, les noyaux pyrrole de l'hème. Normalement, la forme elle est cyclique avec un atome de fer au milieu. C'est bon? Le fer est récupéré pour l'électropoèse et cette molécule de l'hème, donc elle est dégradée. Voilà une ouverture du cycle. C'est la molécule de la bilirubine et voilà l'acide glucuronique. Il est mono ou biconjugué. Soit donc la bilirubine mono ou biconjuguée, les deux sont solubles. Donc la conjugaison mono ou biconjuguée rend cette molécule hydrosoluble. Au niveau intestinal, il y a cette bilirubine conjuguée va subir de nouveau donc des modifications. Chez l'adulte, cette bilirubine conjuguée subit donc les enzymes de la flore intestinale, se transforment en urobilinogène. Faire attention chez le nouveau-né et le fœtus, il existe une enzyme intestinale, la bêta-glucuronidase, qui va assurer une déconjugaison. On va parler de ce problème.
Donc, au niveau surtout donc, de nouveau-né et fœtus, il existe une étape de déconjugaison. Ça veut dire donc cette bilirubine hydrosoluble, elle devient une bilirubine non conjuguée, non soluble. Voilà un schéma explicatif, récapitulatif, qui résume à peu près le sort de l'hémoglobine, le système réticulant endothélial, les macrophages, exemple la rate, etc. Dégradation des globules rouges, donc hémolyse, l'hémoglobine, l'hème et la globine, et vous voyez donc l'hème qui se transforme en bilirubine. Cette bilirubine, au niveau plasmatique, circule avec l'albumine non conjuguée. Au niveau hépatique, elle va subir une conjugaison. Vous suivez? Donc, conjugaison, voilà. C'est la bilirubine conjuguée. Voilà, donc, à travers le canal cholédoque, elle arrive donc au niveau de l'intestin grêle, qui va subir donc d'autres transformations. Exemple, l'urobilinogène. C'est bon? Vous suivez? Voilà. Hein. Cette déconjugaison, donc, c'est une réaction très très faible chez l'adulte, voire absente, mais qui active chez le nouveau-né et le fœtus. Rend donc, s'il y a une hyperbilirubinémie, rend la situation plus dangereuse. On va arriver donc aux pathologies pour voir, pour discuter les dangers de la bilirubine. Donc, toujours au niveau intestinal, cette bilirubine va subir d'autres modifications, se transforme en urobilinogène. Cette urobilinogène, elle est en partie réabsorbée par le cycle entéro-hépatique. Vous suivez? Le cycle entéro-hépatique, elle arrive au foie, donc il peut rejoindre la circulation avec élimination rénale, qui donne la coloration jaunâtre aux urines. Et la majeure partie, donc, continue dans le passage, dans l'intestin grêle, etc., et excrétée avec les selles qui donnent la coloration marron aux selles. Donc, c'est grâce à la bilirubine. C'est bon? Donc, s'il y a un cholestase ici, et il n'y a pas de passage, exemple le cholestase, c'est le blocage du passage de la bile vers l'intestin. Cette absence de bilirubine donc rend les selles décolorées. C'est bon? Et tout ça donc va apporter quelle pathologie? Exemple, ici nous avons un blocage lithiase. Exemple lithiase. Hajara, il dit que et lithiase, si cette lithiase, surtout elle est grande de taille, donc elle quitte la vésicule et qui peut donc bloquer carrément le canal cholédoque. C'est un blocage, donc cholestase, qui va entraîner donc non-passage de contenu biliaire vers le duodénum. Et à l'inverse, donc cette contraction de la vésicule, avec cette charge, elle va rendre le passage, donc plus facile le passage vers le pôle sanguin par rapport au pôle biliaire. Donc on obtient une augmentation de sels biliaires au niveau du sang et de la bilirubine, etc. Et absence de la bilirubine au niveau intestinal. La conséquence, c'est des selles décolorées. Donc, de préférence, je refais ce morceau parce qu'il est important. C'est bon? Je répète, métabolisme de la bilirubine, le pôle sanguin, le pôle hépatique et au niveau intestinal, le pôle d'élimination. Les globules rouges surtout vieillissent donc au cours de leur hémolyse, le contenu intracellulaire bien intraglobulaire va être dégradé. L'hème, le composant de l'hémoglobine, va être pris en charge et dégradé par le système réticulant endothélial et il est dégradé ou bien transformé en bilirubine. Cette bilirubine est une molécule donc non soluble, elle est non conjuguée. Bon, on ne parle pas de bilirubine non conjuguée, on parle de bilirubine libre. Cette molécule insoluble au niveau sanguin, elle est transportée par l'albumine, un transporteur non spécifique, et va être captée par le foie. Cette bilirubine non conjuguée va subir une conjugaison au niveau hépatique. S'il y a un déficit en conjugaison, on obtient un ictère à bilirubine non conjuguée.
Vous connaissez l'ictère physiologique de nouveau-né. Après la naissance, les 5 premiers jours, il y a le saphir. Bon, il existe un ictère physiologique. Il existe une certaine immaturité hépatique, donc le foie ne fonctionne pas très bien donc, au début de la vie, ce qui va rendre donc un déficit transitoire en conjugaison. La conséquence, c'est une bilirubine non conjuguée. Donc l'ictère physiologique qui va disparaître physiologiquement après 5 jours. Bon, جدودنا حط له خيط احمر هنا حط له لويزا حط له الذهب وكذا ويبرا هو ويبرا وحده. C'est bon, donc disparition 5 à 10 jours physiologique. La raison c'est quoi? C'est que le foie donc fonctionne normalement, la conjugaison elle est là, donc la bilirubine une fois conjuguée elle est éliminable au niveau urinaire et le corps élimine carrément donc la bilirubine. C'est bon? Donc l'ictère physiologique du nouveau-né c'est un ictère transitoire. La cause c'est un déficit transitoire de l'enzyme de conjugaison. C'est bon? Donc, s'il y a un problème dans la captation, la même chose, toujours donc au niveau hépatique, il existe un problème au niveau de la captation. La bilirubine, elle est là, donc l'hélème est dégradé et un problème de captation. La conséquence, c'est un ictère à bilirubine non conjugué. Très bien. Deuxièmement, si le foie est normal, il y a une captation, il y a une conjugaison et nous sommes dans une situation d'hyperbilirubinémie non conjuguée. D'après vous, c'est quoi la cause? C'est bon, vous avez compris la situation. Le foie est normal, il y a une captation normale, il y a une conjugaison. On dose la bilirubine, donc ce patient, ce malade, présente une bilirubine et un ictère. On dose la bilirubine, on trouve hyperbilirubinémie non conjuguée. C'est l'hémolyse, très bien. L'excès d'hémolyse, excès de production bilirubine. Le foie a un rythme donc constant. Cette hémolyse, entre parenthèses, non physiologique, elle est pathologique dans ce cas-là, entraîne une lyse excessive des globules rouges, une production excessive d'hème et de bilirubine, et de ce fait, donc, on obtient une hémolyse, on obtient une ictère à bilirubine non conjuguée. C'est bon? Une fois conjuguée, donc cette bilirubine conjuguée passe au niveau intestinal, entre les repas, etc. Elle va subir de nouveau des transformations enzymatiques, se transforme en urobilinogène. La partie donc réabsorbée par le cycle entéropathique peut gagner la circulation sanguine et éliminée par les urines, qui donne cette coloration foncée aux urines. Et le reste des urobilinogènes, donc d'élimination dans les fesses. C'est bon? Supposons donc nous avons un problème. Alors, voilà un obstacle à l'écoulement biliaire. Ça veut dire que la bilirubine elle est conjuguée, elle passe à l'intérieur le foie, elle est conjuguée, elle se concentre au niveau de la vésicule biliaire et au moment de cette contraction pour déverser dans l'intestin, donc nous avons une cholestase, un obstacle à l'écoulement. Donc la conséquence, donc cette bilirubine conjuguée va se trouver au niveau sanguin. Et donc l'apparition d'un ce qu'on appelle donc ictère. Donc c'est pratiquement donc le même symptôme, mais c'est ictère à bilirubine conjuguée. Donc on s'oriente toujours, s'il y a donc ictère à bilirubine conjuguée, on s'oriente toujours vers un cholestase. Une fois conjuguée, ça veut dire qu'elle est passée vers la bile et donc il y a un obstacle à l'écoulement biliaire. Ces cholestases sont de très différentes natures. Il existe un cholestase intrahépatique, il existe des cholestases extrahépatiques. Bon, extrahépatique, c'est sûrement post-hépatique. Et tout le monde, donc, premièrement, une lithiase extrahépatique, c'est bien connu, et le cancer de la tête du pancréas. Bon, voilà le pancréas. Donc, un cancer ici, de la tête du pancréas, lorsqu'il augmente de taille, il va comprimer ce canal. Et donc, c'est un signe très très fréquent donc, de cholestase extrahépatique. C'est le cancer de la tête du pancréas qui donne un ictère à bilirubine conjugué. C'est bon? Donc, si cet obstacle bien il perdure, donc on obtient donc toujours la malabsorption des lipides,
des déficits en vitamines liposolubles, etc. Et maintenant, donc, on connaît pourquoi donc, ces symptômes. C'est bon? Donc, on va diviser prochainement les pathologies hépatiques. Bon, c'est pas hépatique, c'est l'ictère. Un ictère pré-hépatique, avant le foie. C'est l'ictère hémolytique, c'est l'hémolyse. Un ictère intrahépatique. Et les ictères post-hépatiques. C'est bon? Donc, c'est bon, la bilirubine, l'enzyme, etc. Les sels biliaires, dérivés d'oxydation du cholestérol. Ils sont conjugués dans le foie à des acides aminés, glycocolate ou taurocolate. Il existe des acides biliaires primaires et secondaires. Bon, l'appellation sel biliaire ou bien acide biliaire, c'est la même chose. Donc, des fois, on les appelle acides biliaires, des fois, on les appelle sels biliaires. Dans 90% des sels biliaires regagnent le foie. C'est le cycle entéro-hépatique. Les sels biliaires permettent de solubiliser, émulsionner les graisses au niveau d'intestin intestinal, facilitant l'action de la lipase pancréatique. En cas de cholestase, c'est bon, donc cholestase, c'est un obstacle à l'écoulement biliaire. Les sels biliaires vont passer dans le sang et provoquer l'apparition des prurites. Je gratte, je gratte. Donc les sels biliaires, la présence des sels biliaires au niveau des fois, il dit que l'aspect est ictérique et avec gratitude. Et gratte. Donc, là, on pense toujours donc, les sels biliaires avec les. Bon, on a le cycle entéro-hépatique des sels biliaires. Voilà, donc, ils sont synthétisés à partir du cholestérol au niveau du foie. On obtient les sels biliaires primaires, concentration au niveau de la vésicule, versement dans l'intestin grêle. Ils vont subir d'autres transformations. Sels biliaires primaires se transforment en secondaires. Et la majeure partie, vous voyez que 90% sont réabsorbés. C'est bon? Il existe un traitement basé sur traitement anticholestérolique, donc pour baisser le taux de cholestérol. C'est quoi? C'est des chélateurs de sels biliaires. Donc, au niveau intestinal, ces chélateurs vont absorber plusieurs molécules des sels biliaires. Donc, cette grosse molécule va inhiber la réabsorption des sels biliaires. Et donc, au lieu de réabsorber 90%, donc cette réabsorption, elle est diminuée à, par exemple, à 60%. Et donc, sont synthétisés à partir du cholestérol, avec les autres médicaments, va participer à baisser le taux du cholestérol. C'est bon? Bon. Toujours les fonctions biliaires. Donc, les fonctions biliaires, la bile, elle est très riche en cholestérol. Et d'ailleurs, les lithiases biliaires, donc l'hjar, sont formées surtout du cholestérol. Bon, il existe un équilibre au niveau, le mécanisme de formation de ces lithiases, il est mal connu. C'est bon? Ça, donc, important, en cas de cholestase, on assiste à une augmentation du taux sérique du cholestérol. Donc, on obtient une hypercholestérolémie. L'origine, c'est des lithiases. Pour les enzymes, excrétion de certaines enzymes. En cas de cholestase, augmentation des activités enzymatiques. On cite l'exemple directement en enzymologie. Gamma-GT et phosphatase alcaline. Très bien. Donc, ces deux enzymes sont spécifiques des syndromes de cholestase. On va les voir en détail. Donc, on récapitule. Donc, pour les fonctions biliaires, on a parlé de la bilirubine surtout. C'est l'axe du cours. Les sels biliaires, le cholestérol et les enzymes biliaires. C'est bon? L'axe du cours, vous vous rappelez, donc, c'est la bilirubine. Pour les fonctions métaboliques, on va détailler celui-là parce qu'il existe plusieurs particularités concernant les différents axes. Vous allez voir en détail dans biochimie métabolique. On cite quelques exemples. Rôle dans le métabolisme des glucides. Il existe l'anabolisme, c'est la synthèse, des glycogénogénèse, l'anéoglycogénèse, c'est la synthèse du glucose. Catabolisme, la glycogénolyse et la glycolyse. On explore le bilan glycidique par la glycémie. La glycosurie, c'est le glucose au niveau urinaire.
l'HGPO, l'hyperglycémie provoquée par voie orale, test de tolérance au fructose, la galactosurie provoquée. Donc les maladies métaboliques surtout qui touchent le fructose et le galactose. Quelles sont les pathologies qui touchent donc cet axe glycidique, le secteur glycidique? C'est le diabète surtout. En cas d'insuffisance hépatocellulaire, cette insuffisance caractérisée par un déficit de fonction de synthèse. Donc on assiste à une baisse de synthèse de glucose qui se traduit par hypoglycémie. Galactosémie congénitale et la fructosurie congénitale, c'est deux pathologies d'apparition très précoce dans la vie. Bon, la galactosémie, le galactose, c'est le sucre de la biochimie structurelle, non? Structurelle, ça veut dire quelles sont les structures du glucose? La structure des os. Première année, très bien. Donc, la galactose, c'est un exose. C'est le sucre de saccharose. Le sucre de lait est appelé lactose. La digestion ou bien la coupure de ces deux molécules qui constituent le lactose, c'est une molécule de galactose, une molécule de glucose. Très bien. Et le sucre, le saccharose, c'est le sucre des fruits. C'est une molécule de fructose et glucose. Très bien. Donc, ces disaccharides, lactose et saccharose, donc, sont très répandus dans l'alimentation. Ça veut dire, donc, c'est le patient. Et c'est surtout, donc, j'ai parlé d'apparition très, très précoce. La galactosémie et la fructosémie. La galactosémie, donc, le nouveau-né reçoit uniquement une alimentation laitier, lait maternel ou bien lait infantile, industriel. Donc, inévitable, le lactose. Donc, lorsqu'il présente ce déficit, donc, il ne peut pas digérer donc, le galactose. Il donne une maladie donc, d'apparition donc, dès le premier âge de vie avec des troubles digestifs, des ballonnements, une hépatomégalie. C'est bon? Et il existe donc une maladie, même une cataracte. Cataracte, c'est la présence de l'eau dans l'œil. Pourquoi? Parce qu'il se transforme en galactitol. Cette molécule galactitol, donc, elle retient des molécules d'eau, ce qui va donc entraîner donc, une accumulation de l'eau au niveau de l'œil. La fructosémie, pratiquement, on a les mêmes caractéristiques. Sauf, donc, Kouchia, donc, c'est pratiquement, on fait la différence par rapport à l'âge. À partir du 6e mois, ce nourrissant, ce nouveau-né, il continue à avoir une alimentation diversifiée. Donc, c'est introduire les compotes, etc., de fruits, et donc l'ajout de saccharose, et donc une source de fructose. Vous suivez? Donc, si les signes cliniques des troubles digestifs, un retard de croissance, etc., etc., donc survient avec un âge plus ou moins tardif, plus de 6 mois, donc on s'oriente surtout vers la fructosémie. Ici, donc, ces signes cliniques d'apparition très très précoce, dès le 5e jour de vie, donc c'est une galactosémie. C'est bon? Donc, le traitement, c'est le régime. Il existe donc des laits infantiles exempts qui ne contiennent pas le lactose. C'est bon? Et la même chose donc, pour les fruits, donc éliminer carrément le fructose de l'alimentation. Pour l'adulte, il existe une intolérance au lait. C'est quoi? Le problème, c'est le lactose. Donc, c'est le sucre lactose. Je pense qu'il y a même Condia sans lactose. Pourquoi? Parce que l'enzyme digestion, c'est le lactase. À la naissance, jusqu'à l'enfance, donc à l'adolescence, il existe de l'enzyme au niveau intestinal. Et donc, pratiquement tous les adultes, on ne contient pas de l'enzyme. Disparition avec le temps. Donc, sa disparition, donc, rend cette molécule liée à le lactose indigérable, ce qui va entraîner donc une dégradation, une fermentation par les bactéries intestinales, des ballonnements, etc., etc. C'est bon? Et les signes cliniques, donc, c'est tout le côlon inflammé, gonflé, etc. Et c'est pour ça, pratiquement, les adultes, comme ils souffrent du côlon.
C'est bon? Pour les lipides, l'anabolisme, la synthèse des acides gras, la synthèse des triglycérides, du cholestérol, la synthèse des lipoprotéines, ça veut dire donc les VLDL, les HDL, les IDL, etc. Catabolisme, la lipolyse et la synthèse d'acétyl-CoA. Pour l'exploration biologique du bilan lipidique, dosage du triglycéride, dosage du cholestérol HDL, dosage du cholestérol LDL, le cholestérol estérifié. Pour les pathologies, en cas d'insuffisance hépatocellulaire, toujours donc on assiste à un déficit de synthèse. La conséquence, une baisse de triglycérides, une baisse du cholestérol. Il existe une pathologie plus ou moins fréquente, c'est la stéatose hépatique. يقولوا عنده شحمة في الكبدة. الكبدة تاعو مغلفة بشحمة, c'est la stéatose. Faire attention, donc des fois le bilan biologique, on dose de cholestérol triglycéride qui se trouve normal, avec un stockage de cette stéatose au niveau hépatique. Pour les protéines, toujours donc la synthèse, l'anabolisme, synthèse des acides gras, synthèse des protéines, synthèse des facteurs de coagulation que ce sont aussi des protéines, et synthèse d'albumine. Pour le catabolisme, dégradation des protéines et surtout donc transformation de l'azote qui est toxique en molécules d'urée. C'est très important. Les molécules d'azote est toxique. Ils circulent dans des molécules qui le rendent non toxiques. Le foie détoxifie cet azote, ce qu'on appelle le cycle de l'urée. Il y a un cycle, donc cet azote donne les molécules d'urée, donc d'élimination rénale, et qui fait partie du bilan rénal. Cette synthèse de molécules d'urée, elle est exclusivement hépatique. Donc, on note, en cas d'insuffisance hépatocellulaire, donc le foie, les capacités de synthèse, etc., donc, sont abaissées. La conséquence, il n'y a pas de synthèse d'urée qui entraîne l'accumulation de l'azote et qui peut donc donner ce qu'on appelle le coma hépato-encéphalique, donc le coma d'origine hépatique. Pourquoi? Parce que l'azote est très toxique pour le système nerveux central. En cas d'insuffisance hépatocellulaire, on assiste à une baisse d'urée, à une augmentation de l'ammoniac au niveau sanguin qui peut évoluer rapidement vers le coma hépatique. Bon, en cas d'insuffisance hépatocellulaire, baisse d'albumine, baisse de fibrinogène, baisse d'urée et augmentation de la NH4 et temps de Quick. On va voir c'est quoi le temps de Quick. Voilà le cycle d'urée. Donc vous voyez donc les molécules d'ammoniac qui vont entrer en carbamylphosphate, les citrulline, etc. Et voilà la molécule d'urée qui va être, cette molécule, elle est non toxique et elle est hydrosoluble. Donc d'élimination rénale. Très bien. Bon, le cycle d'urée, c'est spécifiquement, exclusivement hépatique, élimination de l'azote toxique, etc., etc. C'est bon. On a terminé avec les fonctions métaboliques. Je fais les fonctions biliaires. Bilirubine, sel biliaire, cholestérol et enzymes. Nous avons vu une fonction métabolique des glucides, lipides, protéines. Maintenant, fonction de détoxification. La synthèse d'urée est une fonction de détoxification. L'azote est toxique. La synthèse d'urée donc sert à détoxifier l'organisme de l'azote. Le but de cette fonction est d'obtenir des composés plus polaires, plus hydrosolubles, par des modifications. Exemple, on a des réactions par modification de structure. Exemple, la désamination des acides aminés. Exemple, le cycle de l'urée. L'oxydation, exemple, l'oxydation des phénols. Désalogénation, exemple, la thyroxine, les hormones thyroïdiennes, T3, T4. Donc la T3, elle est synthétisée à partir de la T4 par une réaction de désalogénation, donc 4 molécules d'iode, la T4 et 3 molécules pour la T3. Cette désalogénation, bon, le 3 est plus actif que la T4, cette désalogénation, elle est beaucoup plus périphérique. Donc la T4, elle est exclusivement par la thyroïde, et la T3, synthétisée par les organes donc, périphériques. C'est par une réaction de désalogénation. Réaction de conjugaison.
La bilirubine est une molécule toxique. La conjugaison rend cette molécule hydrosoluble d'élimination rénale. Entre parenthèses, la bilirubine est toxique pour le cerveau. Cette molécule, lorsqu'elle est hydrosoluble et lorsqu'elle est non conjuguée, ça veut dire non soluble, l'hypophorie, il y a un risque de passage vers le cerveau à travers la barrière hémato-encéphalique qui donne ce qu'on appelle l'ictère nucléaire. C'est très important chez le nouveau-né surtout. Donc, en cas d'ictère à bilirubine non conjuguée, c'est l'ictère le plus dangereux. Cette bilirubine non conjuguée, donc il n'y a pas un mécanisme d'élimination, le rein ne participe pas, donc il ne peut pas éliminer une molécule non hydrophile, avec risque de passage de cette molécule donc à travers le cerveau, qui donne donc des conséquences graves, hein, très graves, ce qu'on appelle donc l'ictère nucléaire. Donc il existe un traitement, la photothérapie, par la lumière UV appliquée au niveau de la peau de cette nourrisson. Donc cette lumière, elle va entraîner des modifications de structure de cette bilirubine, et cette modification de structure rend la molécule plus hydrosoluble. Et donc il va faciliter l'élimination urinaire bien rénale de cette molécule. C'est bon? Et donc on parle toujours de photothérapie chez le nouveau-né. Et pourquoi on parle chez le nouveau-né? Des fois, donc, l'ictère physiologique, on pense, donc, cet enfant né en bonne santé, 2-3 jours, il présente un ictère. Premièrement, donc, il ne faut pas s'inquiéter, parce qu'il existe la notion de l'ictère physiologique. 5-10 jours, si l'ictère persiste, alarme. Il y a une autre cause. Il existe des causes infectieuses, etc., etc. Donc, à partir d'un certain taux de bilirubine, donc, il devient très dangereux. Donc, il faut chercher la cause avec l'instauration, bien sûr, des traitements. Surtout, donc, on parle de photothérapie chez ces nouveau-nés qui présentent un ictère à bilirubine non conjugué. Bon, la conjugaison avec les acides aminés, exemple, le glycocol, les sels biliaires, acide cholique avec le glycocol dans les sels biliaires primaires et secondaires, et l'acide benzoïque qui donne, avec une conjugaison avec le glycocol, l'acide aminé, donne l'acide épurique. Ce test est utilisé anciennement pour apprécier, pour évaluer cette fonction de détoxification. Ça veut dire donc on administre l'acide benzoïque et grâce à cette fonction de détoxification uniquement hépatique, et on dose l'acide épurique. Donc l'acide épurique, il provient de l'acide benzoïque conjugué au niveau hépatique. S'il y a un déficit de conjugaison, donc il y a une baisse de ce composé détoxifié. C'est bon? C'est quoi les xénobiotiques? Il peut être des médicaments, des polluants alimentaires, industriels, des colorants, insecticides, pesticides. Les solvants, les pesticides, les insecticides, les produits qui tuent les insectes, etc. Leur transformation implique des réactions d'oxydation par le système cytochrome. Vous avez fait ça en pharmacologie. Le métabolisme. Donc absorption, métabolisme, distribution, élimination. Donc pratiquement tous les médicaments vont subir ce passage, premier passage hépatique. C'est pour ça donc la voie intraveineuse est plus efficace par rapport à la voie orale. Donc ces cytochromes vont oxyder ces molécules, y compris les médicaments, qui vont obtenir donc la conséquence des dérivés plus solubles et parfois même plus toxiques. Des fois donc la molécule modifiée est plus toxique par rapport à la molécule d'origine. C'est ça. ونص قدام زي ساعة نص ساعة طولنا. Bon exemple, formaldéhyde et l'acide formique sont plus dangereux que le méthanol. Donc le méthanol est un alcool. En cas d'intoxication par le méthanol, ce méthanol peut donner des composés plus toxiques par rapport au méthanol lui-même. Remarque chez le fœtus, la capacité de transformation des xénobiotiques est négligeable. De ce fait, il faut faire attention, précaution, à prendre chez la femme enceinte les médicaments. Et c'est pour ça donc toujours on parle de la posologie, etc. La femme enceinte a toujours une posologie adéquate. C'est par rapport à la quantité qui passe au niveau du fœtus qui n'a pas d'activité de déconjugaison, bien de toxification. Les explorations
c'est bon, on a terminé avec les fonctions, les explorations. On va passer rapidement puisque, premièrement, le temps presse et deuxièmement, les méthodes de dosage, c'est beaucoup plus pour l'étudiant en pharmacie. Le syndrome de cytolyse. Lorsqu'on parle lyse, ça veut dire lyse des cellules hépatocytaires. Le syndrome de cytolyse, logiquement, donc le contenu intracellulaire va être trouvé au niveau plasmatique. Le syndrome, le test de la fonction biliaire, c'est surtout la bilirubine. Test d'activité métabolique, test d'épuration et test de réaction inflammatoire. Les deux principaux tests, c'est le test de cytolyse et les tests de fonction biliaire. Cytolyse, le syndrome de cytolyse, ça veut dire une destruction cellulaire. Cette destruction donc va entraîner l'apparition des composés de la cellule hépatique au niveau plasmatique. Les transaminases, on a déjà parlé des transaminases dans le cours des enzymes, marqueurs cardiaques. Marqueurs cardiaques, les transaminases azate et alate. Et on a parlé que par manque de spécificité tissulaire vont être remplacés par les troponines, la myoglobine, la CKMB, Je fais tout. Les transaminases, donc au niveau de notre corps, voilà, ils catalysent cette réaction. Ils sont au nombre de 2, l'azate, l'aspartate aminotransférase et l'alate, l'alanine aminotransférase. Il existe une deuxième appellation, c'est la TGP et la TGO. Donc cette appellation, il utilise le substrat, l'aspartate et l'alate. Et la deuxième, il utilise les produits, donc glutamate, oxaloacétate, la transglutamate, oxaloacétate, ou bien la transglutamate pyruvate, TGO et TGP. Donc lorsque vous entendez azate, alate, ou bien TGO, TGP, c'est la même chose. Bon, pour les transaminases, spécificité tissulaire médiocre, ça veut dire qu'ils sont présents dans pratiquement toutes les cellules, tous les tissus. Les globules rouges aussi, le muscle cardiaque, le muscle, l'intestin, l'os, le foie. Mais ces transaminases font partie du bilan hépatique. Lorsqu'on parle du bilan hépatique, c'est toujours azate, alate, etc. Technique de dosage, les valeurs normales. Valeurs normales, donc chez l'homme, inférieure à 50 unités internationales par litre, et chez la femme, inférieure à 37. Alate est retrouvée au niveau du foie surtout, rein, muscle cardiaque, muscle squelettique, pancréas et rate. Pour l'azate, est retrouvée surtout au niveau du muscle cardiaque et foie secondairement. Faire attention à l'hémolyse. C'est quoi l'hémolyse? C'est la lyse des globules rouges. Il existe l'hémolyse qui se produit au niveau du corps intravasculaire. Il existe l'hémolyse qui se produit au niveau du prélèvement. Ça veut dire, je vais faire un prélèvement, un bilan, lorsque je fais la centrifugation, j'obtiens donc un sérum rouge. Voilà une couleur normale. Voilà une couleur ictérique. Voilà l'aspect jaune oriente vers une hyperbilirubinie. Donc je prends le sérum de ce patient, une couleur rouge, donc j'opte pour une bilirubine élevée. Cette coloration rouge, noir rouge, donc au moment de prélèvement, il existe une hémolyse. C'est la couleur blanche, donc ça oriente vers un bilan lipidique augmenté, triglycérides, cholestérol, etc. C'est bon, c'est l'aspect lactescent. Donc un sérum hémolysé, faire attention parce que je trouve des quantités élevées d'azatalate. Donc une fois je fais un bilan, transaminase élevée, je dois d'abord vérifier l'aspect de sérum. Est-ce qu'il est de coloration rouge ou la normale? Si de coloration rouge, donc cette hémolyse, elle s'est produite au moment de prélèvement, donc il faut refaire le prélèvement. Si donc d'aspect normal, donc il y a une cytolyse, il faut chercher la cause. Deuxième enzyme de cytolyse, c'est l'LDH. Nous avons vu l'LDH dans le cours des marqueurs cardiaques. C'est un ancien marqueur cardiaque, il est spécifique du cœur. Il existe plusieurs isotypes. L'LDH1 ou la 1, principalement dans le cœur. Méthode de dosage, la valeur normale de 240 à 480. Il existe d'autres enzymes peu spécifiques et peu utilisées. Donc le syndrome de cytolyse, c'est surtout les transaminases, azate et alate.
حفظوها كالقرآن. Azatalat, syndrome de cétolyse. Maintenant, on a parlé que les valeurs normales sont inférieures à 50. Si on obtient une valeur qui est proche de 100, ou bien une valeur de 150, ou bien une valeur de 1000, est-ce que ce chiffre-là, il a le degré d'amplitude, fois 2, fois 3, fois 5, fois 10, a une signification ou non? Bien sûr, il a une signification. Donc, il est dans les hépatites anictériques. Hépatite, ça veut dire une inflammation au niveau du foie. Donc, tout ce qui se termine par it, c'est inflammation. Pancréatite, gastrite, etc. C'est une inflammation. C'est bon? Et une hépatite, c'est une inflammation dans le foie qui, donc, s'accompagne du syndrome de cétolyse hépatique. Anictérique, ça veut dire qu'il n'y a pas d'ictère. Donc, il existe des hépatites anictériques. Les seules perturbations biologiques, lorsqu'on dose, on trouve une élévation des transaminases. Une élévation très très franche des transaminases. Les hépatites fulminantes, ces hépatites fulminantes, donc, comment dirais-je, elle est suraiguë. Donc, hépatite, une inflammation. Cette inflammation, elle a deux aspects, soit aiguë, donc ce patient est normal, ou bien hop, il a une cause qui a entraîné cette hépatite. Ou bien ce patient il présente un syndrome inflammatoire du foie, hépatite chronique. Donc c'est pas la même chose. Donc aigu c'est subitement, chronique c'est continu. Donc en matière de dosage, lorsqu'on dose les transaminases dans les hépatites aiguës, il peut donc dépasser les 10 fois normales. Je peux trouver donc des chiffres supérieurs à 500. Pour les hépatites chroniques, ils ne dépassent pas 3 normales, 3 fois, donc inférieur à 150. Les hépatites chroniques, cette chronicité, donc, elle est confirmée par un deuxième dosage. Le caractère chronique, ça veut dire, donc, elle perdure dans le temps. Je fais un bilan aujourd'hui, donc, transaminase supérieure, donc, supérieure à 50 et inférieure à 150, 3 normales, donc, il existe un syndrome de cétolyse modérée. Je ne sais pas, donc, si il a fait un épisode aigu ou la période de guérison, ou bien donc ça va continuer. Donc un deuxième dosage à un intervalle d'1 à 3 mois, si cette élévation est continue, donc c'est une hépatite chronique, il faut chercher la cause. Et s'il y a une retour anormale, donc c'est bon, il y a disparition de cette hépatite. Donc toujours le caractère chronique dure dans le temps. Le caractère aigu donc de façon ponctuelle. Donc le caractère donc toujours aiguë, hépatite aiguë. Cette hépatite aiguë, elle peut donc guérir, retour à la normale, elle peut se transformer en hépatite chronique, donc baisse avec un taux supérieur à la normale et inférieur à la chiffre aigu. Donc si je fais un dosage, quelques temps après, je trouve toujours une valeur élevée. Donc elle passe à la chronicité. Toujours donc le caractère chronique, c'est dur dans le temps. Il peut passer donc à un caractère suraigu, et s'aggrave. Ce qu'on appelle donc hépatite fulminante, qui peut être donc mortelle. Quelles sont les causes des hépatites fulminantes? Hépatite aiguë ictérique à virus de l'hépatite B, co-infection B et D. Ces hépatites fulminantes sont rares avec les hépatites A et C. Il existe des cytolyses modérées, c'est ce qu'on appelle les hépatites chroniques ou bien autres. Cytolyses modérées, donc des transaminations qui sont élevées de façon chronique. Faire attention à la phytothérapie, les gens qui prennent les tisanes de façon, de façon chronique aussi, de façon durable. Donc c'est très très fréquent les syndromes d'hépatite de cétolyse. C'est très important. Donc, etc., des bilans, des transaminases moyennement élevés, est-ce que vous allez prendre des tisanes? C'est très important. كاين اللي يقول لك عندي 2 mois نشرب فيه حشيشه ديما ou bien les médicaments, les hépatites médicamenteuses, est-ce que vous prenez des médicaments? Toujours syndrome de cétolyse, les tisanes, la phytothérapie et les médicaments, est-ce que vous prenez des médicaments en cours? Et toujours donc il faut arrêter, s'il prend des médicaments, il faut arrêter et refaire le dosage quelques jours après, ou là arrêter les tisanes et faire le dosage après. Si ça se continue, donc c'est une autre cause de caractère chronique toujours. Donc les médicaments, par exemple l'intoxication par le paracétamol, l'intoxication c'est quelqu'un donc qui a à prendre
plus de 8 grammes. 8 grammes de dosage de paracétamol. Donc, il va donner un syndrome de cytolyse hépatite aiguë. Il existe donc des médicaments qui donnent un syndrome chronique. La fonction biliaire, la bilirubine, un point très important, j'ai parlé déjà au départ, c'est la bilirubine conjuguée et non conjuguée. Donc, le médecin veut avoir, est-ce que c'est un ictère à bilirubine conjuguée? Est-ce que c'est un ictère à bilirubine non conjuguée? Est-ce que c'est un ictère à bilirubine mixte? Ça veut dire qu'il va s'en des deux composés. En laboratoire, on dose uniquement la bilirubine non conjuguée. Plutôt la bilirubine conjuguée. Donc, tout ce qui est soluble, il est dosable. Donc, pour doser le non conjugué, il faut un agent solubilisant. Vous suivez? Donc, lorsqu'on dose notre échantillon bilirubine, le réactif dose uniquement la bilirubine conjuguée qui est soluble. Pour doser la bilirubine non soluble, il faut un agent qui va solubiliser cette bilirubine. Or, lorsqu'on dose, on met l'agent solubilisant, on dose la bilirubine conjuguée, il est déjà soluble, et la bilirubine solubilisée. Donc, on obtient la bilirubine totale. Femme tout. Donc, lorsque je mets l'agent solubilisant, je dose la bilirubine totale. Parce que le réactif, il dose tout ce qui est soluble. La bilirubine conjuguée, elle est déjà soluble. Et la bilirubine non conjuguée, elle va être solubilisée, donc je dose la totale. Pour obtenir donc le non conjugué, je fais une réaction de soustraction. Réaction de soustraction, donc je dose la totale, j'obtiens par exemple 30. Je dose le conjugué, j'obtiens 2. La différence 28, c'est la bilirubine non conjuguée. Femme-tout. Méthode de dosage. On passe rapidement. Un point très important. Donc, la bilirubine, elle est sensible à la lumière. Et vous vous rappelez de la photothérapie chez l'enfant. Donc, la lumière dégrade cette molécule. Ça veut dire l'échantillon TANA, je dois soit garder à l'abri de la lumière, soit faire le dosage immédiatement. Si je prends donc un sérum et je fais donc un dosage qui va tarder 4 heures ou bien 5 heures après, je risque d'avoir une concentration basse. Pourquoi? Cette bilirubine a été dégradée par la lumière. Elle est photosensible. C'est bon? Donc, de préférence, l'analyse doit être faite immédiatement. Bon, on a la réaction où je fais. Les agents solubilisants, les valeurs usuelles, la bilirubine totale inférieure à 10 mg par litre, la bilirubine conjuguée inférieure à 2, et de ce fait, donc, la bilirubine libre, 8 grammes. Donc, pratiquement, elle est éliminable par les urines, donc, pratiquement indétectable, inférieure à 2. Variations pathologiques, les ictères à bilirubine libre, donc non conjuguée, destruction exagérée des hématies, syndrome des hémolyses, ou bien un déficit de la glucuronoconjugaison. C'est les deux principaux causes. Vous suivez? C'est les deux principales causes. Donc, soit un ictère à bilirubine non conjuguée, les libres. Les mécanismes, soit une destruction excessive, syndrome d'hémolyse, soit il n'y a pas de conjugaison. C'est pour ça que j'ai donc un ictère à bilirubine non conjugué. Dans les ictères à bilirubine conjugués, les maladies congénitales par défaut d'excrétion, ou bien les cholestases, les obstacles à l'écoulement biliaire intra- et extra-hépatique, bien post-hépatique. C'est bon? La phosphatase alcaline, on va passer rapidement dans la l'enzymologie. La phosphatase alcaline, enzyme ubiquitaire qui se trouve un peu partout, dosage, etc. Voilà, les valeurs usuelles chez l'adulte inférieures. Bon, on a deux sociétés, la Société française de biochimie clinique et DGKC, c'est Société allemande de biochimie clinique. En allemand, je ne sais pas comment. Voilà, donc on maintient l'IFCC ou bien SFBC. Les valeurs usuelles, c'est inférieur à 125 unités internationales par litre. Très très important, chez l'enfant, il existe une augmentation physiologique. La cause, c'est la phosphatase alcaline d'origine osseuse. Très bien. Valeur plus élevée chez l'enfant, c'est la fraction osseuse, et la femme enceinte, la fraction placentaire. Très bien.
Variation pathologique, augmentation des affections osseuses, les ostéoporoses, etc. Augmente aussi dans les affections hépato-biliaires. Une augmentation très très élevée, franche, dans les ictères par rétention, c'est les cholestases. Et augmentation modérée, voire activité normale, dans les cancers du foie, les cirrhoses, les hépatites virales ou toxiques. Donc je reviens un petit peu en arrière. Bilan hépatique, on suspecte un syndrome de cholestase, les transaminases normales et la phosphatase alcaline trop élevée, donc oriente vers un syndrome de cholestase. Il faut voir quelle est la cause. Une phosphatase alcaline normale avec des transaminases élevées, donc c'est une hépatite. C'est bon? Donc les hépatites, plutôt la phosphatase alcaline, il y a une augmentation modérée, voire normale. Donc on peut trouver une phosphatase alcaline normale dans les hépatites. C'est très très important. L'augmentation de la phosphatase alcaline oriente vers un syndrome de rétention, cholestase, un obstacle à l'écoulement. Activité normale dans les ictères hémolytiques. Dans les ictères hémolytiques, le foie est totalement sain. Il existe une destruction excessive. Cette bilirubine, elle n'arrive pas donc à être conjuguée régulièrement. Donc, ictère à bilirubine non conjuguée. Le reste de bilan hépatique, normal. Transaminase normale, le foie, il n'y a pas de cytolyse. Pas le normal, il n'y a pas de rétention. C'est bon? Bon, il existe des enzymes, MNH, thermodénaturation. La gamma-GT, deuxième enzyme, la même chose, donc la gamma-GT. C'est une enzyme ubiquitaire qui se trouve un peu partout. Le principe de dosage, kif mais MNH, les valeurs physiologiques, inférieures à 61 pour l'homme et 36 pour la femme. Les variations, élevées 5 à 3 fois la normale. Dans les cholestases, les hépatites médicamenteuses et les métastases hépatiques. Elle augmente aussi dans de nombreuses affections extra-hépatiques telles que les atteintes pancréatiques, insuffisance cardiaque, insuffisance rénale et l'alcoolisme. Bon, la phosphatase alcaline et la gamma-GT varient en même sens. Lorsqu'on trouve donc une augmentation de la PAL et de gamma-GT, s'il vous plaît, vous suivez, c'est très important. Bilan hépatique, bien bilan biologique. La PAL, phosphatase alcaline élevée, gamma élevé. Donc ça va orienter directement vers une pathologie hépatique par cholestase. Maintenant, la phosphatase alcaline, elle est augmentée et la gamma, elle est normale. Osseuse, très bien. Donc elle peut faire la différence. Et l'inverse, donc PAL normale, gamma élevé, pancréatite, etc. Et surtout donc l'alcoolisme. L'alcoolisme chronique, donc on parle des pays occidentaux, les buveurs d'alcool, donc ils présentent une élévation constante de gamma. Tout le vélo est normal, sauf une élévation de gamma-GT. Donc l'élévation seule de gamma-GT, donc témoigne d'un alcoolisme. Bon, l'activité métabolique, on passe rapidement. Phénolaldéhyde, le cours précédent des protéines. Le défaut de synthèse, les hypoalbumides, défaut de synthèse hépatique, etc. Fuite. Les fibrinogènes. Les fibrinogènes, donc, c'est des protéines de coagulation. Valeur usuelle 2 à 4 grammes. Variation pathologique, c'est une protéine de l'inflammation qui augmente dans les états inflammatoires et diminue dans les insuffisances hépatocytaires. Tout le monde sait le TP. C'est le temps nécessaire pour que le sang coagule. Donc, un prélèvement, donc, l'examen, le TP. Tout le monde parle de TP, appelé aussi temps de Quick. C'est le temps nécessaire pour que le plasma coagule. Donc, c'est un examen d'urgence. Donc, un malade qui arrive aux urgences, accidenté, etc. Avant d'entrer au bloc, le réanimateur, le chirurgien doit voir l'état de son sang. Est-ce qu'il coagule ou il ne coagule pas? Pourquoi? Donc, à l'opération d'incision, imagine vous incisez, de mehbis. Donc, le TP, c'est un examen d'urgence. C'est voir la capacité donc, de sang de se coaguler. Bon, rapidement, facteurs de coagulation, pathologie, etc. En principe, on a cumulé. Bon, épuration plasmatique, c'est des tests abandonnés, la clairance en CBP.
test de toxification, c'est l'acide épyrique. La même chose, il est abandonné. La réaction inflammatoire, on a déjà vu ça dans la séance précédente. Les protéines de l'inflammation, les protéines donc aiguës et les protéines tardives, la cinétique, la CRP, le rosomicoïde, l'alpha-antitrypsine, etc. L'électrophorèse, c'est bon, on a parlé d'électrophorèse. Bon, voilà les pathologies. Voilà. Rapidement. Les pathologies. Pour les pathologies du foie, donc 2 mots. On va étudier, donc on a divisé les pathologies du foie en se basant sur Victor. Allez, toi. S'il vous plaît, donc on va récapituler les pathologies déjà en 2 à 3 diapositives. Préhépatique, c'est hémolytique. Intrahépatique. Et post-hépatique, c'est beaucoup plus des lithiases, obstacles. Quand on a l'intrahépatique, on va voir l'hépatite. Quelles sont les causes d'hépatite? Les cholestases, c'est préhépatique. Il existe les cholestases, il existe les cholestases intra et post-hépatiques. C'est bon? Donc, l'ictère préhépatique. Voilà les causes. Donc, hémolyse excessive, c'est les ictères préhépatiques. Les hépatites, ou bien les ictères intrahépatiques. Cholestase intrahépatique. Les agents toxiques. Les agents viraux. Les cholestases intrahépatiques. Et les cholestases extrahépatiques. Les tumeurs, exemple, tumeurs tête de pancréas. Et les lithiases, les calculs. C'est bon? L'ictère préhépatique ou bien l'ictère hémolytique, c'est un ictère à bilirubine conjugué ou non conjugué? Non conjugué, très bien. Bon, les causes à l'ictère, l'hémolyse, on passe rapidement, en détail les pathologies. Donc la sphérocytose, etc., les hémoglobinopathies, les déficits enzymatiques, l'ictère hémolytique néonatal, etc., etc. Il faut vous rappeler que l'ictère préhépatique, bien l'ictère hémolytique, est un ictère à bilirubine libre. C'est très, très, très important. L'ictère préhépatique, l'ictère intrahépatique, soit il y a un problème de glucuroconjugaison, donc il y a un problème de conjugaison, soit il y a un problème d'excrétion, donc la bilirubine est conjuguée, mais elle ne passe pas donc, de l'hépatocyte vers le pôle biliaire, soit par cholestase intrahépatique. Bon, généralement, c'est déficit enzymatique. Bon, par défaut de glucuroconjugaison, l'ictère physiologique, un déficit transitoire. Il existe donc des inhibiteurs de cette enzyme, etc. Donc, il y a les maladies. Voilà, la maladie de Gilbert, c'est important. La maladie de Gilbert, c'est un défaut de conjugaison. Cette maladie, elle est plus ou moins répandue. C'est bon, donc, il y a la maladie de Gilbert. C'est quoi la maladie de Gilbert? Donc, c'est un subictère. Ça veut dire ictère fif, qui ne dépasse pas généralement les 50. On a inférieur à 10, mais il y a 50. 10 fois 15, 20, 30, c'est bon? C'est un ictère à bilirubine non conjugué, parce qu'il y a un problème de conjugaison. Tous les autres paramètres sont normaux. Les moments de pic, il présente un syndrome grippal, etc. Il fait les bilans, plusieurs bilans, donc c'est un diagnostic par élimination. Par élimination, maintenant, on élimine le côté hépatique, le foie est normal. On élimine le côté donc hémolyse, il n'y a pas d'hémolyse. Donc c'est un ictère subictère chronique et maladie, donc elle est bénigne et ne nécessite pas de traitement. Donc le gens, ou bien le patient, il vit très très normal. هذه لازم تعرفوها. Conjuguer le syndrome du Bergenson et rotor. Voilà, les hépatites. C'est bon? Cholestase intrahépatique, s'il vous plaît. Cholestase intrahépatique. Donc, post-hépatique, c'est simple. Lithiase ou bien cancer de tête du pancréas. Cholestase intrahépatique.
On a 3 pathologies. Les hépatites, c'est les inflammations. Les cirrhoses, c'est quoi une cirrhose? Et le cancer du foie. Donc, à dire mon détail en sémiologie. Les hépatites, on a tout à l'heure, aiguë chronique. C'est une inflammation pycitolyse qui peut être aiguë ou chronique. Aiguë, il existe donc d'origine virale et d'origine toxique. Virale, c'est surtout donc les hépatites B, D et A. C'est très connu. Donc, j'ai un patient avec un syndrome hépatitique, donc transaminase élevée, toujours il fait la sérologie. Qui est le Covid. Il faut chercher donc l'immunité anti ce virus. Donc, il existe le virus, le virus. Voilà. Donc, il fait la sérologie. Si c'est négatif, c'est pas origine virale. Donc, il faut chercher d'autres causes et toujours donc la notion, est-ce que vous avez pris des médicaments, est-ce que. Mais toujours on élimine l'origine virale par la sérologie. Donc, il existe plusieurs virus et donc c'est surtout donc les hépatites A, B, C, D, toxiques, paracétamol, médicamenteuses, champignons, etc. Il existe donc une phase préictérique, c'est la phase de cytolyse, on perd la phase ictérique. Rapidement, l'hépatite aiguë, sa évolution, soit il guérit, généralement de façon spontanée, surtout donc médicamenteuse après l'arrêt de traitement, virale, la même chose, donc guérison spontanée, donc retour à la normale de toutes les fonctions, de tous les dosages, s'il vous plaît. Donc l'évolution de ces hépatites aiguës, généralement donc une guérison spontanée pratiquement dans tous les cas. C'est bon? Généralement, les hépatites A, une hépatite de contamination orale, elle est répandue dans les communautés, les enfants, les crèches. Donc, il va contaminer tous les autres. Les hépatites B et C, donc transmission sanguine et sexuelle, donc généralement, il n'y a pas de contamination. Moussahfaf, etc., dentiste, c'est l'origine, c'est pratiquement la source de cette contamination. Mais ce patient, donc, il ne peut pas transmettre, sauf s'il y a donc un contact sans sang, etc. C'est bon? Donc, sauf s'il y a donc viral A, de contamination voie orale, voie hydrique, vous mangez, etc. Donc, ça risque de contaminer donc, la famille, etc., la crèche, l'école, etc. Donc, il nécessite un confinement. C'est tout. Sinon, donc, une guérison spontanée. Il existe progresser, donc surévoluer vers une insuffisance hépatocellulaire, l'hépatite fulminante de tout à l'heure, ou bien conduire à une atteinte chronique. Ça veut dire il retourne à la normale, mais il n'y a pas de retour total à la normale. Donc, il existe une cytolyse qui se continue de façon durable dans le temps, se transforme en hépatite chronique. Exemple, les hépatites C. Les hépatites, le virus de l'hépatite C, c'est la majeure cause des hépatites chroniques. Le virus, il donne beaucoup plus une hépatite chronique. Le A, B, D donne une hépatite aiguë, le C, hépatite chronique. Tout patient présente un syndrome de cytolyse modérée, sérologie, hépatite C. Donc de la microbiologie. C'est toi, microbio. C'est bon? Donc la cirrhose et le cancer du foie mettent sous contrôle. C'est bon? Bon, كلمة برك على la cirrhose. Une seule phrase à la cirrhose. La cirrhose du foie, c'est une maladie chronique du foie. هو تليف الكبد. الكبدة شغل تشيح. Cirrhose, c'est un stade terminal d'une maladie ancienne du foie. Généralement, toutes les hépatites chroniques évoluent 20 ans, 30 ans, c'est le stade cirrhose. C'est bon? Stade cirrhose, ça veut dire donc qu'il y a une ancienneté de la maladie du foie. Pratiquement, parce qu'il y a des enfants qui ont une cirrhose à l'âge de 3 ans. Donc, mais généralement, un de l'adulte. Hépatite C peut évoluer vers l'alcoolisme, évolue vers l'essentiel. Une maladie chronique du foie évolue généralement vers la cirrhose. Cirrhose a deux stades, cirrhose décompensée, compensée, donc je vous montre en détail en sémiologie. C'est bon? Je vous remercie. Si vous avez des questions, commettez mon mail.